Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui portera cette fois-ci sur mes coups de cœur concernant la première partie de l'année 2015, c'est-à-dire des livres que j'ai lus entre janvier et juin 2015. A savoir que ce ne sont pas forcément des livres qui sont sortis à cette période-là, mais plutôt des livres que j'ai lus moi pendant cette période-là. Donc des livres qui peuvent être plus anciens que l'année 2015. Une autre précision, en fait, quand je dis coup de cœur, c'est que ce sont des livres auxquels j'ai mis entre 4,75 et 5 sur 5. Donc vraiment, ce sont de très très bons livres pour moi. J'ai 9 livres à vous présenter et on commence tout de suite. Le premier livre dont je voudrais vous parler est une romance historique. C'est en fait le 3e tome d'une série que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Je vous présente ici le 3e tome en fait de la série Honeycott de Anne Barton. De quoi ça parle? En fait, c'est une série de romances qui se passe pendant la période de Régence. Je vais peut-être pas vous parler forcément des 2 premiers tomes parce que sinon cette vidéo va durer 3 heures, mais je vais me concentrer sur ce 3e tome. C'est pas forcément peut-être mon préféré parce que j'ai toujours, comment dire, un petit coup de cœur pour le premier, mais c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'aime beaucoup la plume d'Anne Barton et je trouve que ses histoires sont toujours très douces, très belles, parfois rigolotes d'ailleurs, mais il y a toujours cet aspect très romantique en fait dans ces livres et c'est ce qui me plaît beaucoup. Dans ce tome-ci on retrouve la petite sœur du héros du premier tome qui en fait a toujours été amoureux du meilleur ami de son frère mais celui-ci n'a jamais prêté vraiment attention à elle. Quand elle apprend qu'il va partir en Égypte pour faire des fouilles archéologiques pendant quelques années, elle décide de tenter sa chance quoi. Il lui reste plus que quelques semaines pour arriver à faire changer d'avis donc James il s'appelle quant à ce qu'il ressent envers elle. Et elle décide de mettre les gros moyens. Donc c'est vraiment très mignon, très doux, très drôle aussi parce que Olivia c'est une de ces héroïnes qu'on ne peut pas ne pas aimer. Et j'ai vraiment passé un super moment de lecture. Sincèrement, je vous conseille cette série si vous ne la connaissez pas et que vous aimez la romance historique, elle vaut vraiment le détour. Le deuxième roman que j'ai adoré est une dystopie en fait qui est un premier roman de la part de l'auteur et pour le coup j'ai vraiment été bluffée quoi par son style d'écriture, par son histoire et par sa psychologie très fine des personnages. Je veux parler de The Book of Ivy de Amy Engel. C'est un roman qui a super bien marché et qui a été à de nombreuses reprises coup de cœur et je comprends tout à fait pourquoi. Ça se passe dans un monde post-apocalyptique, dans une ville qui a été reconstruite par 2 familles rivales. Une des 2 a pris le pas sur l'autre et donc à chaque génération en fait les fils et filles de ces 2 familles sont obligés de se marier ensemble pour assurer on va dire l'unité de ce petit état en fait. C'est donc le tour de Ivy et de Bishop qui doivent se marier, sauf que Ivy a été élevée par son père dans le but de prendre le pas sur cette famille rivale et donc dans le but de tuer Bishop. Bien sûr, Ivy va, au fur et à mesure qu'elle connaît Bishop, se poser beaucoup de questions, puisque il faut savoir que ces 2 familles ont beaucoup endoctriné leurs enfants, et chacun va se poser des questions sur, se demander en fait si ce que leurs parents leur a dit était vrai ou non. J'ai beaucoup apprécié cet aspect-là en fait. Ivy n'est pas du tout une tueuse froide. Je m'attendais en fait à une héroïne au cœur de pierre qui finalement peut-être se laisserait convaincre par Bishop, enfin quelque chose comme ça, alors que pas du tout. Ivy c'est une jeune fille comme les autres qui ne s'est jamais posé beaucoup de questions sur ce que ses parents lui ont dit, mais qui en fréquentant Bishop commence à se demander où est la vérité. J'ai beaucoup aimé cet aspect là, j'ai aimé le fait que ça parle mine de rien de politique, puisque on parle beaucoup du régime qui a été mis en place. J'ai trouvé en fait que pour un roman young adulte c'était quand même assez profond. Et puis il faut dire aussi que j'ai beaucoup aimé les personnages. Ivy est très touchante et puis Bishop, Bishop il est génial quoi. Je comprends tout à fait qu'on puisse avoir un coup de cœur pour lui parce que il est vraiment, pour son âge, il est très mûr et puis c'est un garçon qui ne se laisse pas faire justement, il ne se laisse pas dicter ce qu'il doit penser, contrairement à Ivy. Et cette confrontation entre les 2 de manière très douce, ordinaire, mais justement c'était ça qui était super intéressant, j'ai adoré quoi. Du coup j'ai très hâte que le tome 2 sorte, car pour moi ça a été vraiment un coup de cœur et j'ai vraiment très envie de savoir ce qui va arriver à Ivy. Je voudrais vous parler ensuite d'une série que j'adore et dont j'ai lu le 12e tome en mars. Il s'agit bien sûr du tome 12 des Ombres de la Nuit de Kresley Cole, donc ici Sombre Convoitise. Alors ce tome-ci je l'attendais vraiment avec impatience depuis le tome 6 en fait, puisque
sans trop vous en dévoiler, parce qu'encore une fois, c'est un 12e tome, donc ça fait beaucoup, hein, mais comme c'est de la romance paranormale, il faut savoir que chaque tome concerne un couple différent, mais il y a une intrigue qui se suit tout au long des tomes. Donc ici, on apprend l'existence de l'héroïne du tome 12 et du héros du tome 12 dès le 6e tome en fait, puisque Mélante, donc l'héroïne de ce tome-ci, est la sœur de Sabine, l'héroïne du tome 12. Donc c'est vrai que c'est un tome que j'attends en fait depuis 6 tomes, hein, donc ça fait beaucoup, et j'avais vraiment très hâte de le lire. Ici, Mélante est une sorcellerie, c'est on va dire une sorte de sorcière, mais du côté obscur de la force, hein, c'est pas une sorcière très gentille. Et elle a été amie d'enfance avec Tronos, un Vrekener, bref, un ange déchu. Sauf que leurs familles se sont toujours opposées l'une à l'autre. Tiens, ça ressemble un peu au roman dont je viens de parler juste avant. Et il faut savoir qu'il y a un lourd passé entre eux. Elle a fait quelque chose à sa famille, il a fait quelque chose à sa famille à elle, donc bon. C'est vraiment pas simple entre eux. Et Tronos voue une haine farouche à Mélante depuis. Et il fait tout en fait pour la capturer, pour se venger. Donc tout ça va faire un mélange assez compliqué de ressentiments, de haine, d'amitié, d'amour, et c'était vraiment super quoi. J'ai beaucoup apprécié le fait que Chris Lecomte ne mette pas de côté la relation amicale qui les unissait quand ils étaient enfants, et tout cela va créer un rapprochement qui est réaliste pour moi. Même si c'est une série de romances paranormales, donc on va pas dire que le réalisme est ce qui prime le plus, surtout quand on sait que les héros ont entre 500 et 1000 ans. Mais j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. J'adore Mélante, elle est très drôle et j'adore de toute façon tous les héros de Chris Lecomte, mais Mélante est vraiment très drôle. J'aime beaucoup les sorcelleries en fait parce qu'elles sont... c'est des garces. On peut pas dire ça autrement, ce sont des garces, et j'aime bien quand les héroïnes ne sont pas toutes douces, qu'elles ont de la personnalité, et pour le coup, bah, Mélante, on a bien un bon caractère avec elle, un fort caractère. J'ai apprécié aussi le fait qu'on voyait enfin certains personnages dont on entend parler depuis très longtemps, de revoir aussi d'autres personnages qu'on a connus dans les tomes précédents, de voir que l'histoire avance. Voilà quoi, c'est toujours génial. Avec Chris Lecomte, c'est une série vraiment incroyable. Le fait que l'auteur arrive à se renouveler sans arrêt, qu'elle nous crée des mondes sortis de nulle part, prendre toujours tel aspect d'une mythologie pour en faire une race. Arriver comme ça à se renouveler sans cesse, bah, franchement moi je dis chapeau. On en est au 12e tome, le 13e tome donc sortira en VO, et vraiment... bah, on s'ennuie pas quoi, il n'y a pas cet aspect répétitif de l'histoire, il n'y a pas... non, c'est incroyable. Vraiment, Chris Lecomte, elle est très forte pour ça. Et du coup, bah, il était évident que j'allais mettre la note maximale, donc 5 sur 5, à celui-ci. J'ai ensuite lu Twist Me de Hannah Zaires, qui est un roman, cette fois-ci à ne pas mettre entre toutes les mains, puisqu'il est, il faut savoir, assez hard quoi, il est vraiment difficile à lire. Hein. C'était la première fois que je lisais un roman aussi dur, et vraiment je pense qu'il n'est pas du tout à mettre entre toutes les mains, puisque les thèmes abordés sont quand même assez sombres. Ça parle de séquestration, ça parle d'enlèvement, ça parle de viol. C'est pas le genre de roman que je lis habituellement, mais il y avait tellement de bonnes critiques que je me suis dit, bon ben... allez, en plus j'aime bien les histoires avec des syndromes de Stockholm, mine de rien, donc je me suis dit, bon ben... essaye, de toute façon si c'est trop hard pour toi, ben tu t'arrêteras dans ta lecture, si c'est trop glauque, mais essaye. Et j'ai vraiment bien fait parce que ça a été un coup de cœur. L'histoire c'est celle de Nora, une jeune femme qui va être enlevée et séquestrée sur une île déserte par Julian, un homme riche, mystérieux, dont on ne sait absolument rien. Elle va en fait devenir son esclave et une relation bizarre va se nouer entre eux. Certains diront que c'est un syndrome de Stockholm, d'autres une vraie histoire d'amour, on ne sait pas, à vous de juger. J'en dis pas plus parce que bah j'ai pas envie de trop spoiler, mais c'était vraiment fascinant. Un peu comme quand il y a un accident sur la route et que vous n'avez pas envie de regarder parce que vous n'avez pas envie d'être choqué, mais vous pouvez pas vous empêcher de tourner la tête. Là c'était exactement pareil. Je n'ai pas encore lu le tome 2 qui est sorti, mais je compte bien pallier à ça parce que j'ai vraiment très envie de savoir ce qui va arriver aux personnages. Des personnages mystérieux, une intrigue qui n'avance pas forcément très vite, mais vraiment tout est dans la psychologie et c'est ça que j'ai apprécié. Mais par contre, je le redis encore une fois, à ne pas mettre entre toutes les mains. Le roman dont je vais ensuite vous parler est un roman qui m'a bouleversée. Vraiment, je m'attendais pas à être aussi émue quand je l'ai lu et j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. Il s'agit de Tes mots sur mes lèvres de Kadja Millet.
On va suivre deux adolescents qui ont chacun un passé très lourd. Nastia qui ne parle plus depuis plus d'1 an et Josh qui a eu un drame familial et qui a perdu de nombreux membres de sa famille. Ce sont deux adolescents brisés par la vie qui vont arriver à se reconstruire grâce à l'autre. Le pitch de départ n'a pas l'air comme ça exceptionnel ni très original et pourtant, croyez-moi, c'était une histoire fantastique. La relation qui les unit tous les deux, mais elle est vraiment sublime. J'ai adoré. Vous savez, ce genre de relation où on a l'impression que les personnages se connaissaient déjà bien avant de se rencontrer. Bah c'est exactement ça quoi. Leur relation évolue petit à petit. Certains peut-être pourraient trouver que c'est long, mais au contraire c'est très bien construit. Ils prennent leur temps pour se connaître, ils prennent leur temps pour comment dire, ne plus être méfiants, pour finalement se confier l'un à l'autre. Et c'était vraiment sublime. J'avais entendu beaucoup de bien de ce roman et j'avais un peu peur de le lire parce que je sais que il est triste en général quoi. Je m'attendais vraiment à quelque chose de mélancolique et au final pas tant que ça, hein. J'ai quand même souri ou ri à plusieurs passages donc pas tant que ça. Mais c'est vrai qu'il est bouleversant et vraiment si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande à 1000%. Un autre coup de cœur a été un roman que je ne possède pas là puisque je l'ai prêté à une amie, mais il s'agit du Vide de nos cœurs de Jasmine Varga. Alors ce roman, déjà le thème m'intriguait beaucoup puisque en fait ça parle de suicide d'adolescents, donc bon, comme ça va l'air très joyeux, mais il faut pas s'arrêter à ça parce que vraiment c'est tellement bien écrit, tellement bien tourné que c'est pas du tout glauque. L'héroïne, Aizel, qui a 16 ans, cherche à se suicider. Elle parcourt les forums comme ça sur ce sujet parce que bah apparemment oui, il y a de tels forums. Et elle tombe sur une idée de partenaire de suicide. Qu'est-ce que c'est? En fait c'est une personne qui va être votre partenaire de suicide, c'est-à-dire qu'elle va s'assurer que vous passez bien à l'acte et vous de votre côté bah, vous devez faire la même chose pour elle. Un peu étrange, j'en conviens, mais c'est ce qu'elle cherche. Et elle va tomber sur Frozen Robot, alias Roman, qui est un adolescent qui n'habite pas très loin de chez elle, qui habite dans la ville voisine je crois, et qui lui aussi cherche à se suicider. Ils vont se rencontrer dans la vraie vie et mettre au point un plan. On n'apprend pas tout de suite les raisons pour lesquelles ils souhaitent en finir avec la vie, on voit juste que ce sont deux adolescents qui sont très déprimés. Clairement ils souffrent de dépression, hein. Même si ce n'est pas dit, on le comprend tout à fait. Et ce n'est que plus tard en fait qu'on va savoir leur raison, pourquoi est-ce qu'ils sont dans un tel état, qu'est-ce qui s'est passé, de quoi Aizel parle sans arrêt par rapport à son père, et c'était vraiment époustouflant. Sincèrement, je peux pas vous dire comment ça finit parce que bah justement c'est tout le truc du livre quoi, mais ça m'a bouleversée. C'est pas du tout glauque, ce n'est pas traité de manière choquante ou provocante, pas du tout. C'est très doux, très mélancolique, très... je sais pas comment dire, mais c'était vraiment super bien écrit, très psychologique encore une fois. De toute façon c'est ce qui me plaît dans ce genre de roman. C'était un roman qui m'a un peu fait penser à Nos étoiles contraires de John Green, dans le fait qu'on tombe pas du tout dans le mélodrame. Au début on prend ce roman parce qu'on est un peu intrigué et mine de rien fasciné par le sujet du roman. Et puis au fur et à mesure on s'attache tellement aux personnages que ben, on n'a vraiment pas envie qu'ils passent à l'acte, on n'a pas envie qu'il leur arrive quelque chose, on a envie qu'ils se reconstruisent. Mais bien sûr ce n'est pas aussi simple et c'est ça que j'ai apprécié en fait. Et au final, c'est un livre magnifique que je conseille à tout le monde, peu importe votre âge. Je pense que c'est une lecture sublime. Le thème pourrait en rebuter certains, mais vraiment foncez quoi, parce que c'est tellement bien écrit et les personnages sont tellement attachants que la seule chose qui nous importe, c'est de savoir ce qui va leur arriver. Vraiment, c'était une super lecture et je ne peux que vous la recommander. J'ai ensuite lu River de Larissa Young, qui est le 5e tome des Cavaliers de l'Apocalypse. C'est un roman que j'ai lu en VO puisqu'il n'est pas sorti en VF et j'espère vraiment que Bragelonne ou Milady le sortira parce que ils ont sorti les 4 tomes et je trouve ça vraiment très dommage de ne pas sortir le 5e, surtout que c'est un personnage qu'on connaît depuis la série d'avant, donc Démonica. Les deux héros, ils sont tellement géniaux et on les voit vraiment tellement de fois dans les Cavaliers de l'Apocalypse que évidemment que ça donne envie de connaître leur histoire. Surtout que c'était un tome que j'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience et je crois bien avoir enchaîné le 3, le 4, le 5, enfin le 3 et le 4 juste pour aller dans le 5 quoi. J'avais tellement hâte de savoir comment Larissa Young allait tourner cette relation
entre River et Harvester, parce que c'est quand même... Ils sont quand même aux antipodes l'un de l'autre, donc on se dit, bon mais comment elle va arranger ça quoi? Et c'était génial. Si vous ne connaissez pas les Cavaliers de l'Apocalypse, les explications risquent d'être un peu confuses. Mais en fait, pour faire simple, hein, les Cavaliers de l'Apocalypse, il y en a 4 et chacun a un sceau qui, s'il se brise, le fera passer du côté du mal. Donc ils sont ni gentils ni mauvais pour l'instant, tant que leur sceau ne se brise pas. Et si leur sceau se brise, ils vont basculer du côté du mal et donc entraîner l'apocalypse. Et pour que le combat soit équitable, ils ont un ange du côté du bien qui va les surveiller et un ange déchu du côté du mal qui aussi va les surveiller. L'ange du côté du bien c'est River et l'ange du côté du mal c'est Harvester. Je ne peux pas trop vous en dévoiler sur l'intrigue parce que le tome 5 reprend tout de suite après le tome 4. Donc si vous n'avez pas lu ces tomes là, je vais rien vous dire. Je peux juste vous dire que c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai adoré les personnages. Il se passe énormément de choses dans ce roman. L'action, l'aventure sont vraiment au rendez-vous. Ils ont tous les deux beaucoup de choses à régler entre eux. Et le fait qu'ils se retrouvent, comment dire, coincés ensemble, ça va les aider à parler, ça va leur faire prendre conscience de certaines choses, notamment sur le passé de River qui reste quand même assez mystérieux. Et c'était génial de voir leur relation évoluer, c'était génial de connaître enfin le pourquoi du comment. C'était vraiment un super tome. C'est une série de toute façon que j'ai beaucoup aimée, même si je comprendrais qu'elle ne plaise pas à tout le monde parce qu'elle est quand même assez particulière, faut bien l'avouer. Et vraiment c'était un super tome qui a tout à fait continué la série. Le 8e livre que je veux vous présenter est un livre que j'ai acheté un peu par hasard en fait. La couverture m'intriguait. Je n'arrivais pas à dire si je l'aimais ou si je la trouvais glauque. Et donc j'ai lu le résumé, ça m'a beaucoup intriguée. Et je me suis dit bon pourquoi pas, il y avait quasiment... Oups! Sur Goodreads était pas mal, donc je me suis lancée et j'ai vraiment très bien fait. Il s'agit du premier tome de Darkwind, Mécanique infernale de Sharon Cameron. Vous voyez la couverture est quand même assez spéciale, hein, on est d'accord. C'est un roman qui mêle plusieurs genres. C'est un roman gothique, c'est un historique, c'est du steampunk, c'est du young adult. C'est plein de choses et c'est ça qui est génial. L'héroïne, Catherine, est envoyée dans le manoir de son oncle pour attester du fait qu'il est fou, ce qui permettra à son cousin d'hériter en fait de la fortune familiale. Catherine n'a plus ses parents et elle dépend de sa tante, donc sa tante lui demande, on va pas dire peut-être de mentir, mais en tout cas d'exagérer les faits pour que son fils puisse bénéficier de l'argent familial. Sauf que Catherine, quand elle va arriver au manoir, effectivement elle va se rendre compte qu'il se passe des choses pas très nettes et comment dire assez étranges dans ce manoir, mais les choses ne sont pas si simples et son oncle il est peut-être fou effectivement, mais on va dire que c'est une folie qui va servir à de grandes choses. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs la figure de l'oncle, un peu savant fou, autiste un peu sur les bords on peut dire, hein, parce qu'il est assez étrange quand même. Et le fait que Catherine va au final tout de suite quasiment s'attacher à cet oncle et décider de rester un mois pour regarder si la situation est vraiment aussi catastrophique que ça ou si le manoir et ses habitants ne cacheraient pas autre chose. On a donc une sorte d'enquête mêlée d'ambiance steampunk parce que son oncle est un créateur de... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Pas de marionnettes mais d'automates. Des automates un peu étranges, hein, puisqu'ils sont très réalistes, si je peux dire, avec des domestiques qui vont tout faire pour le protéger, pour protéger son secret. Et c'était vraiment super intriguant. C'est un roman que j'ai lu d'une traite, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Ce sont des personnages très mystérieux et tout au long du roman, en fait, comme un roman gothique, clairement, on ne sait pas si Catherine exagère, si elle rêve un petit peu, si elle a des hallucinations ou si il se passe vraiment quelque chose d'étrange dans ce manoir. Du coup, j'ai vraiment été embarquée dans cette lecture très originale et très différente de ce qu'on trouve finalement en young adult. Et rien que pour ça, ça valait vraiment le coup quoi. Et puis j'ai vraiment très hâte de lire le tome 2 puisque c'est une duologie. J'espère vraiment que Bayard va
publier la suite parce que j'ai très envie de savoir ce qui va se passer après, puisque toutes les choses ne sont pas réglées après le tome 1. Et donc vraiment c'était une super histoire. Et le dernier livre dont je vais vous parler est un livre qui est sorti il y a quand même pas mal de temps, mais que j'ai connu grâce à Justine de la chaîne Fairy Neverland. Il s'agit de Boys Don't Cry de Malorie Blackman. C'est un roman très court que j'ai dévoré. J'ai vraiment été touchée par ces personnages et par le sujet qui, mine de rien, n'est pas souvent abordé. L'histoire, c'est celle de Dante, un adolescent de 17 ans qui va bientôt partir pour la fac et qui justement attend les réponses de grande université. Sauf qu'un jour, son ex-copine Mélanie sonne à la porte et lui fourre un bébé dans les bras en lui disant c'est ton fils, fais avec, moi j'en peux plus, je ne supporte plus de l'avoir avec moi, je ne supporte plus, c'est trop difficile d'être une mère célibataire aussi jeune, je te le laisse, je m'en vais chez des amis, je viendrai le récupérer plus tard, et c'est comme ça quoi. Du coup, Dante se retrouve avec un petit bébé sur les bras, alors que il a 17 ans, qu'il ne connaît rien en bébé et que il avait de grands projets pour lui-même. Il va faire face à cette situation avec son père et son frère. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce roman, c'est que les personnages sont essentiellement masculins alors qu'ils doivent s'occuper d'un petit bébé. Et c'était super quoi, parce que Dante va se poser beaucoup de questions, il va rejeter dans un premier temps sa fille Emma, ce qui est compréhensible, hein, disons-le clairement. Hein. Mais au fur et à mesure, bien sûr, il va commencer à s'adoucir pour au final prendre bien conscience de son rôle de père. Ce que j'ai trouvé super quoi, parce que il est très jeune, donc ses réactions sont loin d'être parfaites et on comprend tout à fait. Mais le voir assumer petit à petit cette situation avec l'aide de son père et l'aide de son frère, c'était génial. Beaucoup de sujets assez graves sont abordés dans ce roman, mais toujours de manière très douce, très familiale si je peux dire, et c'était sublime. C'est un petit roman très touchant que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura peut-être donné des idées de lecture. Pour ma part, ce sont des livres que j'ai vraiment beaucoup appréciés et dont j'avais très envie de vous parler. On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye!